Olivier. Bonjour, Merci d'avoir accepté cette entrevue. c'est bien Donc, gentil. Olivier est avec moi au Syntec. On vient de décider de faire l'entrevue à l'instant. Et l'entrevue est sponsorisée par des chocolats aux amandes. Donc, mon cher Olivier, présente-toi. Bonjour Amine. Alors, c'est Olivier. Je suis interprète de conférences agréé. Il y en a à peu près 20 au Québec qui sont des interprètes de conférences agréés. Alors, tu as quelqu'un de rare devant toi. Mais en fait, c'est une profession qui est très peu connue. Puis, c'est quelque chose qui m'a passionné dès le début, en fait. J'ai fait des études dans plusieurs choses sans vraiment me reconnaître nulle part, mais je me suis dit que j'allais me rabattre sur mes forces. Puis mes forces, ça a toujours été les langues. Alors, de fil en aiguille, j'ai commencé par la traduction écrite, ce qui m'a pas vraiment passionné. Fait que je sais pas si tu veux que je continue, là, mais j'ai fait Bien sûr. beaucoup de traduction écrite. J'ai fait un stage à Toronto. Puis arrivé à mon stage, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour faire du 9 à 5 devant un ordinateur, juste à taper des mots. Parce que mon attention était dure. C'était dur de garder mon attention sur l'écran tout le temps. Puis je trouvais ça vraiment plate, en fait. Et puis à ce moment-là, je faisais mon stage à l'été. S'ouvrait le deuxième programme. Il y a juste 2 programmes au Canada qui entraînent des interprètes, qui forment des interprètes. Puis le deuxième programme ouvrait ses portes. Il y en a un à Ottawa, puis le nouveau est à Toronto. Alors, j'ai tout de suite décidé de sauter sur ça parce que l'interprétation, comme je m'en suis rendu compte, ça ne permet pas d'être distrait parce que c'est en temps réel. Alors, il faut que tu sois hautement vigilant de ce que la personne dit pour la répéter dans l'autre langue. Alors, ça m'a tout de suite plu parce que je suis une personne assez curieuse, puis ça permet de voir tous les types de conférences. Des conférences que d'habitude on paye, qu'on n'a pas accès. Ça m'a amené à interpréter aussi des personnalités assez connues, des premiers ministres, Stephen Harper, Vincent Fox, quand il était président au Mexique. Plein de personnalités. J'ai voyagé aux États-Unis, en Europe, à Los Angeles, pour des gros événements. Et puis, j'ai toujours été curieux. Alors, je suis un peu tombé dans aussi le développement d'affaires par le fait même. C'est ça. Alors, bref, j'ai fait beaucoup de choses, mais surtout en me focusant sur mes forces. Puis, ça a toujours été les langues. Je viens de parents qui sont dans le domaine des langues. Alors, je pense que je suis un peu tombé dans la passion magique quand j'étais petit, là. Ok, donc, tu parles de tes forces, ça m'intrigue. Tu dis, ok, les langues, mais c'est quoi tes forces selon toi? Ouais. Moi, j'ai toujours été passionné par l'informatique, Ok. mais je trouve que j'ai très peu d'attention pour me consacrer sur un projet pendant des heures. Alors, j'ai étudié en informatique pendant une couple de sessions, puis ça marchait pas vraiment, en fait. Justement parce qu'il faut un certain profil, puis je pense que je l'avais juste pas. Mais j'ai toujours été passionné par l'informatique, ce qui fait que j'ai toujours eu en tête certains projets. Puis quand la pandémie est arrivée en 2020, ça a été pas mal un choc pour tout le monde parce que moi, j'avais un calendrier rempli d'événements. J'étais travailleur autonome, j'étais interprète, puis 99% du travail était sur place. Fait que je portais un habit, un costard à chaque jour. J'allais au Palais des Congrès, j'allais au Hilton, dans les salles d'événements, je voyageais. Puis du jour au lendemain, ça a été fermé, fini. Puis tous mes clients m'ont appelé pour canceller tous mes contrats du reste de l'année. Fait que j'étais là en mars, je me souviens. J'étais dans un studio, puis le gouvernement Legault venait d'annoncer la fermeture des entreprises. Puis là, on se regardait comme ça, genre, waouh, ça vient de tout chambouler. Out of business. J'étais avec des techniciens en audiovisuel, Tout le monde perd ça, tu vois. avec des gens dans l'événementiel, puis certains ont été frappés très fort. Hein? Certains l'ont pris très dur. Puis ça n'a pas été facile. Mais moi, j'ai pris à peu près 2 mois pour y penser, puis T'as j'ai pris 2 mois au décidé... Québec ou ailleurs? Pardon? T'as pris 2 mois au Québec ou ailleurs? Au Québec, vraiment juste, en fait, ça a été 2 mois un peu, difficiles, mais qui m'ont permis de me recentrer, genre. Puis ça m'a permis de me dire, c'est quoi mes forces? C'est que je suis curieux, j'aime ça toucher à tout. Ouais. Puis je me suis lancé sur, bon, là j'ai des clients, eux, qui doivent avoir des assemblées générales annuelles, qui doivent avoir part de règlement des réunions officielles, qui veulent encore faire des réunions,
mais qui ne savent pas comment nécessairement. Fait que j'ai sauté sur Zoom, je l'ai appris de fond en comble, j'ai pris des licences, j'ai commencé à engager des techniciens de son, puis j'ai formé des équipes pour tenir des événements avec interprétation parce que c'est la base, la porte d'entrée en fait. Alors là, on offrait la plateforme, les services techniques, on s'assurait que ça aille bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas bien quand les gens essayaient de le faire eux-mêmes. Puis ça fait que je me suis bâti une clientèle avec ça. Fait que ça a complètement changé le mindset. Avant, j'étais 99 du temps sur place, à différents endroits dans des événements. Puis là, je suis devenu presque 99 devant mon ordinateur, en fait, à faire des appels, à parler à des gens, à booker des événements, à parler à des techniciens de son pour savoir les détails de tout ça. Puis à commencer à organiser, puis à faire croître mon entreprise. Avant, j'étais plus un travailleur autonome. Puis là, je me suis dit, c'est le bon moment de bâtir quelque chose. Puis j'ai jamais eu un mindset vraiment entrepreneurial, tu sais. Quelqu'un m'a dit, pour bâtir une entreprise, il faut que l'entreprise fasse des profits. Moi, je me suis dit, ah, pour vrai? Parce que j'étais travailleur autonome. Moi, je pensais juste, bon, je vais aller travailler ici. Mais je ne pensais pas en fonction de, hey, j'ai une entreprise, je peux la faire croître. Fait que tu vois, les bases, je partais de là. Je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de bâtir quelque chose. Fait que ça a vraiment fait ça. Bravo, bravo. Tu as survécu en fait. Tu as survécu à la pandémie avec un nouveau modèle d'affaires. You were smart. Ouais, sans blague, ça a été vraiment une question de survie. Parce que, tu sais, je sais pas si c'est arrivé à beaucoup de personnes, là, mais voir ton calendrier complètement wipé, s'effacer du jour au lendemain, moi, ça m'a fait prendre compte que les choses peuvent tout le temps changer dans la vie. Fait qu'il faut que tu prennes ça en main. Puis j'ai commencé comme ça. Fait que là, j'ai commencé, ça a pris de l'expansion. J'ai commencé à recruter des employés, bâtir une boîte, puis avec mon nom, si on peut dire, parce que veux pas, on est très peu, en fait. C'est un milieu qui est très peu connu, l'interprétation de langue. Puis c'est pas un milieu qui est facile. Un médecin, c'est un terme protégé. Tu peux pas dire que tu es médecin, mais interprète, n'importe qui peut dire qu'il est interprète. Tu peux dire que tu es interprète, c'est pas légalement protégé. Mais c'est pas facile d'être un bon interprète. Puis ça m'a demandé beaucoup de persistance pour m'améliorer non seulement dans mes études, mais après pour bâtir une clientèle, pour bâtir des lexiques, parce que tu vois plein de domaines différents qui sont passionnants, du jeu vidéo au papier de toilette, tu vois tous les domaines possibles, le religieux, l'embouteillage, le domaine nucléaire, tu vois tout, puis si tu es une personne curieuse, moi je dis toujours encore que c'est le plus beau métier que tu peux avoir. T'sais. Fait que c'est ma base vraiment professionnelle, si on peut dire. Fait que c'est comme ça ensuite que j'ai commencé à bâtir avec cette fondation professionnelle-là, si on peut dire. Je veux juste comprendre qu'est-ce que tu faisais. Donc, tu es devenu expert sur Zoom et qu'est-ce que tu vendais aux entreprises? Le fait de setup sur Zoom ou tu faisais des interprétations sur Zoom? Oui, c'était un peu les deux. La plupart, c'était des clients déjà à moi, mais qui n'avaient plus aucune ressource. Soit que c'était des organisations à but non lucratif ou c'est des organisations qui ne maîtrisaient pas encore. Maintenant, tout le monde fait des réunions en ligne. Mais dans ce temps-là, personne ne savait comment personne ne savait comment faire. Puis la plupart des réunions, c'était par téléphone. Si c'était à distance, c'était des réunions téléphoniques. Fait que là, tu pouvais avoir une réunion où est-ce qu'on poussait des slides en français, en anglais. On faisait l'enregistrement des deux langues. On produisait un contenu où est-ce qu'on avait à la fin quelque chose qu'on pouvait donner en vidéo dans la langue que la personne voulait, qui était sûr d'être correct, parce que là, sinon, tu sais, si tu as 300 personnes, puis tu t'improvises, tu as des gens qui ouvrent leur micro, tu as un chien qui jappe à côté, c'est pas professionnel, tu sais. Fait qu'il y a aussi des banques qui sont venues nous voir, puis avec le temps, j'ai jamais vraiment fait de marketing. Honnêtement, je suis tu sais, là, on parle beaucoup de vente, souvent au Santec, de marketing. Honnêtement, je ne sais même pas comment faire parce que c'est juste du bouche à oreille que ça s'est produit, tu sais. Puis c'est un domaine tellement niché que je me suis dit, ben, je vais commencer à juste lancer des dollars sur Google Ads. Puis le domaine était, tu sais, il n'est pas mature. Les interprètes, c'est pas des gens, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs interprètes. Si tu es interprète, c'est un certain type de personne. Puis tu n'as pas vraiment une boîte qui est assez grosse pour vraiment penser à l'aspect de la chose. Fait que juste en faisant ces deux petites affaires-là, en ayant un bon nom connu, puis en mettant un peu d'argent sur Google, le site a commencé à monter. J'ai mis un chatbot, j'ai engagé des gens parce que, à un moment donné, j'ai pris ça sur mes épaules pendant la première année. Ça a commencé à doubler, on a doublé. Puis ça, c'était des charges qui s'ajoutaient sur mes épaules. Puis, à un moment donné, j'ai craqué.
À la fin de la COVID, tout ça, j'ai fait un burn-out parce que je me disais, c'est moi qui gère tout dans ma tête, puis je voulais pas déléguer aux autres. Mais à un moment donné, ça a craqué, mais j'ai parlé à d'autres personnes à qui c'est arrivé, puis je suis pas une personne émotive dans la vie, mais de façon inconsciente, j'en suis arrivé à un moment donné juste à pleurer comme ça, puis ça me fait penser un peu à genre Soufiane, qui avait partagé son expérience. Oui. C'était vraiment comme ça, c'était incontrôlable. Genre. C'est physique. Puis ça a été un moment un peu, un autre moment tournant dans ma carrière parce que ça m'a permis de me dire, OK, il faut que je délègue. Puis je commençais à déléguer beaucoup d'affaires. Puis ça me permet maintenant d'être ici, en paix, puis de faire rouler quand même une entreprise sans être toujours pris avec tout ça. Parle-moi de ta structure, ton entreprise. Tu as combien d'employés Ouais. Alors, ah, ouais. Vas-y, après on va parler du projet sur lequel tu t'es incubé au Syntec, mais tu commences à déléguer, etc. Mais aujourd'hui, on parle juste de la partie Zoom, etc. Tu comment ça a évolué après le Covid et c'est quoi ta structure dessus? Oui, c'est ça. N'hésite pas à m'interrompre. Des fois, je pars sur des sujets. C'est Là, intéressant. puis je parle longtemps, fait que tu me dis n'importe quand. Là, mais avec Zoom, j'ai commencé à engager d'abord une personne tellement cruciale. De un, j'étais avec ma mère, qui est une personne qui est interprète, puis qui adore parler aux gens. Ce que moi, j'aime un peu moins. Mais elle, super sympathique, vision de travailleur autonome. Elle aime se parler aux gens, tout ça. Fait que j'étais avec ma mère. J'ai recruté une première directrice de compte, puis j'ai tellement bien tombé. C'est une personne fantastique. On n'aurait pas pu mieux tomber. Je l'ai recrutée à distance parce que, pas de bureau, la COVID, anyway, ça change. On ne pouvait pas aller au bureau de toute façon. Elle avait besoin d'être à distance parce que son fils avait des problèmes de santé. Il devait se rendre souvent à l'hôpital. Ouais. Puis moi, j'ai été vraiment conciliant. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Tu sais, moi, j'ai jamais été le type de boss qui est intransigeant. Tant que le travail se fait bien, tant mieux. Fait que j'aurais pas pu mieux tomber parce qu'elle elle a épousé la compagnie, si je peux dire, dès le premier jour. Puis on lui a bien rendu aussi quand elle avait besoin de congés et tout ça. Ensuite, j'ai commencé à recruter ce qui n'avait jamais été fait, des interprètes permanents. Seulement à la Chambre des communes au Canada, puis à l'Assemblée législative au Nouveau-Brunswick, qui sont officiellement bilingues, tu as des employés, des permanents. Mais aucune entreprise privée avait des interprètes permanents dans son entreprise. Mais j'ai commencé à faire ça parce qu'on recevait des demandes parfois dernière minute, des trucs qui demandent de la flexibilité, du voyagement, pour différentes raisons. C'est vraiment bien d'avoir des ressources à l'interne. Là, je me retrouve avec à peu près 7 employés, puis je te dirais au-dessus d'une centaine de sous-traitants. Parce qu'il peut avoir besoin d'espagnol, de portugais, de japonais, de mandarin, toutes les langues que tu veux, de l'arabe, etc., etc. Puis ça, bien sûr, on ne va pas avoir des employés permanents qui parlent ces langues-là parce que c'est très rare, en fait. Puis c'est très saisonnier aussi. Parce que nous, on est dans l'événementiel. Alors, c'est au moment des congrès. Fait qu'il ne se passe pas grand-chose durant l'été, durant les vacances. Même chose pour Noël. Alors, c'est un modèle qui est vraiment bâti sur la sous-traitance. Puis ça permet aussi d'ajouter des services techniques avec du matériel, des services audiovisuels, puis d'ajouter aussi une coordination technique s'ils ont besoin de plateformes, d'enregistrement, de sous-titrage, etc., etc. Fait que ça permet d'avoir une offre globale. Puis on est à peu près, on est 7-8 dans l'entreprise, ça change selon les... Mais actuellement, c'est ça, puis on a beaucoup de sous-traitance. Là, ouais. Super, franchement, hyper intéressant. Et de fil en aiguille, j'imagine, tu arrives à l'idée pour laquelle tu es aussi accéléré au Syntec avec moi. Et je te laisse parler de ce projet-là. Ouais. Déjà, comment l'idée... Parle de l'idée, comment elle est venue et comment tu la développes. Ouais. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, la traduction écrite a été presque complètement automatisée. C'est vrai. Ça se fait très bien. Puis, ça fait à peu près 10 ans, tu sais, comme au moins, là, que c'est quand même bon. Puis, avec l'interprétation, moi, je me disais, ça n'arrivera pas. Pas avant, genre, je sais pas, 2030, quelque chose comme ça, parce qu'il y a trop de nuances. L'intonation, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est pas une blague? Est-ce que c'est une référence à quelque chose? Tu sais, les accents de la personne. Certaines personnes parlent moins bien ou le son n'est pas bon, ça ne peut pas être bien capté. Toutes des choses qui me disaient qu'il n'y aurait jamais l'intelligence artificielle là-dedans. Mais
comme on l'a vu, ben, les progrès arrivent tellement vite. Les seuls compétiteurs qui étaient là en place avant, il y avait peut-être deux boîtes qui existaient, qui faisaient ça. Puis ils ont dépensé des millions de dollars pour former des modèles pour entraîner à la reconnaissance vocale, puis à l'interprétation, à la traduction. Mais tu sais, avant, ça coûtait des millions de dollars, entraîner tout ça. Là. Puis maintenant, les modèles sont rendus beaucoup plus performants, sont rendus très accessibles, puis reconnaissent très bien la langue. Fait que je me suis basé là-dessus. J'ai commencé à regarder ça, puis c'est une idée qui me trottait depuis quand même quelques années. Puis en fait, l'entreprise, je l'ai créée à peu près, bien, l'idée, 1 an et demi, puis je travaille encore, bien sûr, là, mais c'est une idée qui, ça fait plusieurs années que j'ai en tête, puis je me dis, c'est ça, ça s'en va, les choses, tu sais. J'ai vu avec la traduction écrite que c'est presque automatisé. Maintenant, c'est sûr que c'est ça qui va se passer avec l'interprétation, tu sais. Puis on commence à le voir petit peu par petit peu. C'est pourquoi je parlais de Zoom, c'est parce que j'ai choisi Zoom parce que l'interprétation s'intègre dans la plateforme. Tu peux sélectionner les interprètes, les assigner, les gens ont juste à cliquer un bouton. Les gens veulent la facilité. Ce n'est pas toutes les plateformes qui supportent ça. Mais là, on développe quelque chose qui est supporté par toutes les plateformes, qui permet d'avoir le texte en même temps, ou l'audio si la personne préfère, le rythme de lecture, le ton de la voix, des choses vraiment géniales qui permettent, tu sais, parce que c'est coûteux l'interprétation. Tu sais, mettons, moi ou un interprète professionnel. Ça coûte combien, juste pour l'audience là, qui est curieuse ça, par rapport à ça? C'est très spécifique, mais pour un mandat, ça peut être 1 heure, ça peut être une journée, c'est 850 $ pour un interprète. 1 heure, tu as un interprète. Mais ça inclut bien sûr que la personne arrive à l'avance et se prépare avec la documentation. C'est toute ta journée qui est partie. Bien, c'est ça. Tu peux, je veux dire, si c'est un contrat d'1 heure, tu peux en faire 2. Tu peux même en faire 3 si tu veux. Fait que ça peut devenir très payant. Puis, ce qui va changer, si c'est un événement, disons, de 8 heures, de 9 à 5, il va y avoir 2 ou 3 interprètes. Fait que là, on arrive à une réunion qui va nous coûter au bas mot 2000 $, sinon plus, en interprétation. Puis là, c'est sans compter l'équipement. Souvent, tu as besoin d'un technicien, des écouteurs pour les gens, d'un système, bien sûr, avec une cabine d'interprétation insonorisée, parce que tu ne veux pas entendre les interprètes en train de parler. Tu te balades pas avec une cabine. Ben non, c'est ça. Fait que là, il faut tout ça ensemble. Fait que tu t'en sors pas en bas de 3000 $ facilement pour un événement avec une salle qui est interprétée. Maintenant, je ne sais pas si, tu sais, à Montréal, c'est très multilingue. Il y a des dizaines et des dizaines, je dirais des centaines même d'événements par jour. On est entouré ici d'hôtels qui ont des salles de conférence. On est à côté du Palais du Congrès. Il y a plein d'endroits qui bénéficient de ça, mais imagine une agence, comme j'en vois plusieurs me contacter. On va avoir des salles multilingues. Il va y avoir un panel soit d'experts qui parlent en français, puis tu as des invités internationaux, ou au contraire, tu as des gens qui parlent en anglais, puis tu en as certains qui aimeraient avoir l'interprétation ou s'exprimer dans la langue qu'ils veulent. Bien, c'est super, mais ils vont souvent choisir la plénière, où est-ce que tout le monde va être. Puis après ça, il y a des ateliers, tout ça, mais ils ne peuvent pas payer les autres salles. Imagine, là, tu te retrouves avec 3 000 $ 4 000 $ fois le nombre de salles, fois le nombre de jours. J'ai déjà vu des budgets dans les 60, 70 000 $. C'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Hein? Fait que, même chose pour le gouvernement fédéral. Ils sont rendus, en ce moment, il y a des coupures dans les services fédéraux. Dans tout. Ouais, il y a des coupures drastiques dans les services. Qu'est-ce qu'ils vont couper? Bien sûr, ils vont aller au plus bas soumissionnaire en interprétation. Puis là, ça revient au fait que tu n'es pas protégé avec ton titre d'interprète. Alors, ils vont chercher des services non professionnels et des interprètes qui arrivent au plus bas prix. Mais ça coûte quand même cher. On parle au moins de 500 $ par interprète pour les non professionnels. Fait que là, mon modèle, qu'est-ce qu'il fait? C'est une traduction, une interprétation qui est meilleure que des non professionnels. En ce moment, je ne dis pas que c'est meilleur qu'un professionnel. Parce que quelqu'un qui a dédié 20 ans à sa profession, qui a tout le bagage culturel nécessaire, va faire une bonne interprétation. Mais les non-professionnels, ils se font chauffer par les modèles d'intelligence artificielle parce qu'ils sont vraiment bons. Puis il y a aussi des particularités qu'on peut ajouter qui font en sorte que c'est presque parfait. Je pense qu'on est proche. Si tu parlais de tantôt le prix que ça coûtait pour entraîner un modèle, c'est énorme. Ouais. Mais même les modèles qui sont là actuels, ça a coûté énormément d'argent pour les entraîner. Et encore, ils ne sont pas très publics par rapport à ça parce que ils ne veulent pas qu'on leur colle une étiquette qui ne sont pas environnement friendly. Ouais. Mais ça coûte quand même de l'argent à entraîner ça.
Et tu parles aussi des interprètes qui sont moins bons, qui n'ont pas la certification que tu as. Je rappelle qu'il y en a 20 au Canada, comme tu le disais, Au Québec. au Québec. Ouais. Euh, Environ 10 sont formés par année au Canada, ok. qui vont Ils se aller forment où? alors, à Ottawa. C'est un passage presque direct à la Chambre des communes, D'accord. parce qu'ils vont interpréter les débats parlementaires, mais aussi toutes les commissions, tous les groupes, les conférences publiques qu'il y a à Ottawa. Alors ça, c'est un terreau fertile. Puis tu as à Toronto. C'est à peu près 10 par année. Puis on a tous vu une interprétation qui est horrible. Tu sais, Ouais. même à la télé, même pendant les Jeux Olympiques, ou peu importe. On a tous vu une interprétation qui est horrible. Et avec les AI, je pense qu'on peut au moins avoir une meilleure expérience. Et ça se travaille. C'est pas du jour au lendemain que tu vas avoir un modèle qui va être Ouais. parfait. Tu sais. Comme tu disais, c'est par segment, par champ d'expertise, tu vas avoir un modèle entraîné pour Ouais. faire une bonne interprétation. Et dans ton cas, donc ton entreprise utilise l'AI pour faire de l'interprétation. Et Veux-tu que je te parle du premier événement qu'on a eu? oui, Alors, moi, encore une fois, je ne fais pas de publicité. Je fais très peu de démarchage. Quelqu'un m'appelle à un événement qui s'appelle Love and Sex with Robots. Alors, tu te dis, c'est quoi ce truc? Puis, avec le nom, il me ça dit. sonne japonais. Ouais, c'est ça. Puis, il m'appelle, puis il me dit, écoute, as-tu de l'interprétation par AI? Avec le nom, tu sais, clairement, il voulait quelque chose par intelligence artificielle, tu sais. Ben, j'ai dit, là, on était quand même en mai, là, j'avais absolument rien. Et il me dit, ben, as-tu quelque chose? J'ai dit, oui, mais c'est en phase bêta. Fait que je te le fais, tu sais, à 0$, mais je vais envoyer un technicien avec des écouteurs pour les gens qui veulent, ou ils peuvent suivre avec leur cellulaire, peu importe. Ça, je vais le facturer. Mais 0$ le modèle, tu sais, puis ça peut valoir très cher. Elle dit, OK, cool. Fait que là, j'appelle mon développeur, tu sais, parce que je suis pas très technique, là. Fait que j'ai dit, hey, écoute, il va falloir bâtir quelque chose parce que je viens de le vendre, là. Fait qu'il dit, OK. L'événement était en août, à la mi-août, puis ça s'est déroulé super bien. Un événement sur 2 jours qui nous a permis d'apprendre énormément de choses. Donc, quelque chose de surprenant. Avec la voix robotique qu'on avait, moi, je me disais, c'est la première chose qu'on doit changer. Il faut que ça soit humain. Mais non, je pense que eux, c'est un événement sur les robots, un événement en AI, puis ils savaient déjà qu'il allait y avoir du AI. J'ai eu aucun commentaire sur ça, mais plutôt sur des choses comme le débit de la voix, le fait que le modèle censure. Tu sais, c'est un événement sur genre Sexe. le sexe, l'automatisation, la robotique, genre, tu vois. Ils ne voulaient pas avoir de censure dans le modèle, tu sais. Ça se Donc, alors, fait il a fallu beaucoup. qu'on le pousse live. Les gens qui présentent, peut-être que tu le vois dans des entrevues des fois, là, mais sous le stress, on va présenter habituellement très vite. On va parler très vite, ou on a beaucoup de matériel à présenter en peu de temps. Mais notre modèle, il ralentissait. Fait qu'on était encore dans la présentation avant, pendant que la nouvelle Il perdait présentation le se fil. donnait. Le texte était correct, mais la voix, là, il a fallu qu'on la speed 1, 2, 3 fois pour essayer de rattraper le débit des réunions qu'il y avait. Mais c'était vraiment intéressant pour nous prouver quelque chose. De un, il y avait des termes très techniques. Alors, il y avait un terme, je pense que j'aurais jamais été capable de le traduire. C'était télédildonics. Alors, je te laisse penser à qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Mais j'ai eu la traduction, puis je l'ai mis dans le modèle. J'ai mis le nom des conférenciers, le nom des conférenciers qui peut être de partout dans le monde, donc pas nécessairement facile à transcrire. J'ai mis le programme, puis on l'a feedé dans le modèle, puis c'est sorti parfaitement. Alors, tu avais les bons noms des présentateurs, le nom des livres, des articles qu'ils avaient écrits, tout ça. Puis moi, j'étais même bouche bée à voir ça parce que ça a tellement donné un bon résultat, avec bien sûr l'ajustement que je t'ai mentionné, que je me suis dit, OK, là, j'y vais all-in. C'est sûr qu'il y a un avenir Tu as là-dedans. validé ton idée de Puis business. l'avenir est là. Ah, c'est sûr. C'est une question C'est sûr, c'est d'accessibilité sûr. aussi. Hein. Tu sais, on a déjà parlé de ça, mais c'est une question tricky. Tu sais. Les gens de ton domaine, comment ils voient ça? Ben, honnêtement, tu fais bien de poser cette question-là parce que je voulais en parler avec quelques personnes. Parce que moi, je viens du milieu, mes connexions sont du milieu, c'est des interprètes, c'est des professionnels. Puis c'est pas bien vu ce que je fais. Parce que il y a une réticence au changement, puis c'est comme si je pilais sur leur plate-bande. Fait que
j'ai un petit peu de misère à dealer avec ça parce que c'est beaucoup de mes connexions, c'est beaucoup de mon réseau, tu sais, qui investit là-dedans. Puis c'est vraiment mal vu parce qu'ils le voient comme une compétition. Tu sais, puis jusqu'à un certain point, ils ont raison, mais pas exactement. La différence, c'est que quand tu es un bon interprète, il y aura toujours, quand tu es le top dans ton domaine, il va toujours avoir, peu importe ce que tu fais, de la demande. Tu vas toujours être sollicité. Mais ceux qui sont en bas de la barre de l'AI, eux, ça va être difficile. Ça, c'est sûr. Mais ça augmente l'accessibilité. Est-ce que tu vas pouvoir dire, ben tu sais, il y a plein d'applications tellement intéressantes comme avoir des soins de santé. Tu sais, ici, c'est très multilingue. Je me fais appeler parfois, une madame âgée qui parle, disons, le thaï. Puis là, sa petite fille est là, puis elle va l'aider pour dire c'est quoi son problème de santé, qu'est-ce qu'elle a, est à l'urgence. On a eu un pitch, justement, si tu te Ouais. rappelles bien. Mais ça, c'est de un, ben, il peut avoir des bris de confidentialité. Tu sais, c'est quelqu'un de la communauté ou de la famille qui va parler parfois de sujets qui ne veulent pas être dévoilés. Ensuite, c'est pas un interprète. Tu sais, est-ce que la personne parle bien anglais ou français et thaï? Souvent, c'est pas des professionnels, c'est rarement des professionnels. Puis quand on va appeler des professionnels, ça va être par téléphone, dans un centre d'appel, puis ça ne va pas être meilleur. Tu sais. Fait que c'est là que je vois que les applications peuvent ouvrir la porte à plein d'affaires. Tu sais. À l'immigration, quand je vois des gens, j'étais en Colombie, des gens bredouillés, ils se font interroger, ils ne savent pas comment répondre, ils peuvent être refoulés aux frontières. Ils se font reconnaître. Dans le domaine légal, tu sais, justement. Fait que ça, c'est toutes des applications que nous, on ne couvre pas. On ouvre l'accessibilité, puis on améliore les services qui sont donnés. C'est vrai parce que les applications peuvent être multiples. Et par contre, tu sais, je vois l'évolution, la rapidité, etc. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. C'est vraiment fou, hein? Honnêtement, j'aurais jamais pensé à ça. Comme je te disais, je pensais que ça arriverait en 2030 peut-être. Là. Mais c'est un outil qui va arriver vraiment vite, qui commence à arriver. Puis, comme disait, je pense que c'est Daniel dans la cohorte, il y a une fenêtre d'opportunité. Il faut la saisir. Je suis d'accord. Après, tu sais, je parle à des amis développeurs, je parle même en partner développeur. Je vois l'évolution du AI. Tout le monde a peur de perdre sa job, la vérité. Ouais. Tu sais, même les C-level, même les... Est-ce que ça va arriver? Ouais. Je ne le sais pas. Ouais. Peut-être qu'on va se retrouver à faire quelque chose de nouveau qu'on ne faisait pas avant. Je me pose souvent la question, c'est à savoir, est-ce que les AI va être contre-productif dans notre développement? Est-ce que ça va être contre-productif à notre créativité? Je ne le sais pas. Ouais. Peut-être. Moi, je pense souvent à la personne moyenne, tu sais. Des fois, je parle même à ma grand-mère qui a fêté ses 100 ans, tu sais. Wow. On salue la grand-mère. Puis, Faut que tu lui montres l'entrevue. Hein? Faut que tu lui montres l'entrevue. Oui, exact. Il faudrait. Mais tu vois, elle n'a pas Internet. Elle n'a pas de carte de crédit. Puis si tu remontes à plus récemment, je veux dire, c'est pas... Elle a sûrement fait une deuxième guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Ah, c'est sûr, elle est née en 1924. Là. Fait que, imagine. Mais il y a beaucoup de gens qui sont réticents à adopter les AI. Il y a beaucoup de gens... Il y a encore des traducteurs. Il y a encore des traducteurs écrits. Il y a encore des gens qui pourraient être totalement remplacés. Mais c'est pas tout le monde qui a comme idée de faire la recherche, de chercher ce type de service. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui cherchent un service humain. Tu sais, ils ne veulent pas parler nécessairement à un ordinateur. Puis je pense que c'est vraiment ça la question. Tu sais. Comment tu organises tes services pour avoir une touche humaine, mais appuyée par l'AI? Tu sais. C'est pas tout le monde qui cherche sur ChatGPT, c'est même pas tout le monde qui cherche sur Google en ce moment. Tu sais. Alors tu te dis des fois, ben, tu sais, tu fais une recherche sur Google, tu as ta réponse. Mais combien de personnes te posent des questions qui sont facilement répondables comme ça? Il y a toujours une place pour l'humain, puis une réticence technologique. Je pense qu'il y a un divide qui va se créer quand même, là, entre ceux qui peuvent l'utiliser et ceux qui peuvent pas. L'avenir nous le dira. What's next for you? Ouais. Alors, mon but, c'est d'avancer vraiment vite. Ensuite, j'aimerais ça entraîner mon propre modèle. J'avais dit que ça coûtait cher, mais je pense que c'est possiblement une des meilleures façons, mais c'est à évaluer encore. Ensuite, c'est juste bâtir mon site. Mon site web n'est même pas bâti. J'ai juste vendu la solution dans le passé avec le back-end qui roule. Fait que là, c'est juste comme, OK, faire mes affaires, commencer à commercialiser puis à vendre. Il n'y a personne au Canada qui fait ça en ce moment. Il n'y a pas d'entreprise qui a une solution événementielle avec les AI. Fait que, tu sais,
Puis c'est important d'être dans le domaine aussi. J'ai les contacts, je sais un peu comment, c'est qui les joueurs dans l'industrie. Je parle avec des gens au gouvernement, tu sais. Ils coupent, puis ils veulent couper de la bonne façon. Ça, c'est une solution, tu sais. J'ai fait rouler pendant une journée, le truc. Sais-tu combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté à peu près 50 à 60 dollars. Un truc qui aurait coûté genre 3000 dollars à faire en personne. Fait que, bon, c'est sûr qu'on attache une coupe de choses autour, là, mais c'est-à-dire c'est facile de faire le calcul puis de voir où ça s'en va. Là. Si on veut te joindre, on fait comment? Ben, allez sur mon LinkedIn, Olivier Lepage, ma compagnie Canoë Interprétation. Ma compagnie que je parlais de services d'interprétation et technique, c'est America Interprétation. Et puis, vous pouvez m'envoyer un courriel à olivier.lepage, canoë interprétation ou americainterprétation.com. Merci beaucoup pour ton temps, c'était hyper intéressant. Ouais. Ben, merci, Amine. On revient à nos cours. Plaisir. À la prochaine. Salut. Thank you.